to point lodge. Être léger comme l'air. Ne plus être soumis à l'attraction terrestre. Flotter. L'A300G est un accès à l'espace sans vraiment y aller. Un avion légendaire et historique qui depuis 20 ans permet le temps de quelques secondes de toucher du doigt le rêve spatial. 12 000 paraboles au total, 5 000 heures de vol. L'A300G est le plus gros avion au monde à réaliser des paraboles, dédiant ses 200 mètres cubes d'espace aux expériences scientifiques. Après 6 mois de travail et de recherche, la 107e campagne de vol parabolique s'apprête à être réalisée. Une quarantaine de scientifiques et de techniciens vont vivre le temps de 30 paraboles, 10 minutes en apesanteur. On a des scientifiques qui arrivent à Novespace, ils sont tous d'horizons différents et ils vont tous embarquer dans un laboratoire volant. Quand je dis qu'on utilise vraiment l'intelligence de l'homme, c'est qu'on va être capable, grâce à une action de pilotage, de placer un avion qui n'est pas fait pour tomber, par définition, puisqu'il est fait pour voler, de placer un avion sur une trajectoire de chute libre qui reprend en fait une trajectoire orbitale. Propriété de Novespace, une filiale du CNES, l'A300G réalise en moyenne 6 campagnes de vol parabolique chaque année. Le CNES, le Centre national des études spatiales, est un membre actif de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Ensemble, ils sont à l'origine de nombreux programmes permettant à la France et à l'Europe de regarder vers l'espace. Je suis Sébastien Roquette et je travaille au CNES où je suis responsable de l'activité vol parabolique. L'activité vol parabolique au CNES, elle existe depuis de nombreuses années. Elle a commencé à la fin des années 80 et depuis cette époque-là, on accueille des laboratoires de recherche fondamentale, que ce soit dans le domaine de la physique des matériaux, de la physique des fluides. On accueille également des laboratoires de recherche appliquée et des laboratoires de physiologie. Pour les agences spatiales, l'objectif de ces vols en zéro gravité est d'accueillir des centaines de scientifiques dans des domaines de recherche très variés. Mais c'est aussi un terrain d'entraînement pour les astronautes avant leur future mission. Dès le milieu des années 50, l'utilisation de la Caravelle, un avion de plus petite taille, fut choisie par le CNES pour ses spationautes. Mais il faudra attendre 1989 sous le contrôle du Centre des essais en vol pour que la Caravelle réalise son premier vol parabolique. Au moment de chercher son remplaçant, l'Airbus A300 est apparu comme le candidat idéal.
Né de la fusion entre l'aérospatiale et British Aerospace, Airbus Industrie est créé dans les années 70. Airbus lance son premier modèle, l'A300, un long courrier de 300 places qui, durant 20 ans, va être fabriqué à 561 exemplaires. Mis en service en 1973, cet avion 0G est le plus ancien Airbus toujours en activité. Portant le numéro de série 003, il est historiquement le troisième avion jamais fabriqué par l'industriel. Malgré ses 40 années d'utilisation, cet A300 a peu d'heures de vol. Jamais employé par une compagnie aérienne, ce prototype a uniquement servi d'avion d'essai. En 1997, il est racheté par Novespace, puis transformé et aménagé pour réaliser des vols paraboliques. Un avion qui, depuis près de 20 ans, est devenu un laboratoire volant pour des chercheurs aventureux. Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au CNRS, fait partie de ces scientifiques privilégiés. Mon premier vol remonte à décembre 1993. J'en suis à pratiquement 4000 paraboles, à la fois à bord de la Caravelle 0G, du KC-135 de la NASA et puis de l'A300 0G. Durant chaque vol, l'A300 0G effectue une série de 30 paraboles d'en moyenne 22 secondes. Un bref instant où pilote et passagers vont se trouver en micro-pesanteur. La micro-pesanteur, vous n'êtes soumis qu'à une seule force, la gravitation. Il y a 4 forces fondamentales dans la nature. La gravitation est une de ces forces. La micro-pesanteur, c'est la situation dans laquelle on se trouve quand on est en chute libre. Alors on peut la connaître quand on saute d'une chaise, quand on saute à pieds joints, quand on est en orbite autour de la Terre, et bien sûr quand on est dans cet avion, qui est l'avion parabolique, l'avion 0G. On reste sous l'influence de l'attraction terrestre, mais par un moyen de pilotage, on va se placer sur une trajectoire qui est une trajectoire parabolique, qui épouse exactement une trajectoire orbitale. L'avion suit une trajectoire en demi-cercle, une courbe orbitale identique à celle qu'empruntent les satellites. Le grand challenge, c'est d'arriver à aller sur cette trajectoire avec l'avion et d'y rester. Et bien pour y rester, il faut annuler toutes les forces qui maintiennent l'avion en l'air. Alors, ce qui le maintient, c'est la poussée, la traînée et la portance. Et bien, quand les pilotes, qui sont absolument extraordinaires, arrivent à être sur cette trajectoire, ils sont dans une situation où la poussée est égale à la traînée de l'avion. Il n'y a plus de freinage, on va dire, par l'atmosphère, et ils se mettent en portance libre. Donc l'avion a décroché et il tombe. Une chute de quelques secondes, pendant laquelle, à l'intérieur de l'avion, scientifiques et équipage se retrouvent en impesanteur. Il y a une complicité entre les pilotes, entre le personnel d'encadrement, parce qu'on participe tous quand même dans un lieu fermé pendant 3 heures à quelque chose quand même d'assez extraordinaire et qui n'est pas naturel, puisque c'est la micro-pesanteur ou l'impesanteur, mais qui n'est pas non plus naturel en aéronautique, parce que faire décrocher 31 fois un avion et arriver à le poser sans encombre, c'est quand même pas quelque chose de classique. Les pilotes du 0G sont tous des aviateurs d'expérience. Anciens pilotes de chasse ou pilotes d'essai, ils maîtrisent parfaitement les manœuvres qu'ils imposent à l'appareil. Qui, n'oublions pas, est un avion de ligne sans aucune modification particulière. Stéphane Pichonnet est l'un de ces hommes, pilote d'essai au sein de la DGA. Il manœuvre depuis 8 ans le 0G avec toujours autant de plaisir. J'ai commencé comme pilote de chasse dans l'armée de l'air. J'ai la chance, avec ce genre de position, de voler toujours sur des avions militaires, sur des chasseurs, mais de faire aussi ce genre de vol sur l'A300 0G, qui est un avion magnifique que j'apprécie beaucoup, pas que pour l'avion, parce que bon, la discipline est intéressante, mais que j'apprécie beaucoup aussi pour le fait que ça permet de rencontrer pas mal de gens, scientifiques, biologistes, etc. Et c'est passionnant. Je dois être entre 4500 et 5000 paraboles sur cet avion. Mais c'est rien à côté d'un de nos mécaniciens navigants préférés qui en a à peu près autant que l'avion, hein, entre 10 et 12 000 certainement. Christophe Morat est directeur technique de Novespace. Il ne compte pas moins de 6000 paraboles à son actif. C'est lui qui garantit avant chaque campagne que l'avion est fin prêt.
On fait peu de vols avec cet avion, on fait une trentaine de vols dans l'année. Il faut que l'avion soit au jour J, à l'heure H, prêt pour les vols. Donc des fois, c'est pas évident, on peut avoir des petits soucis de dernière minute qui font que l'avion ne pourrait pas être prêt, mais on a une super équipe technique, on a une super équipe opérationnelle aussi, donc même si on se met des fois un peu la pression avant les vols, on y arrive. Cet avion est particulièrement bichonné. Depuis des années, ce sont toujours les mêmes mécaniciens et aéronautiques du service technique de la Sabena qui s'occupent de lui. On dit souvent que ce sont les mécaniciens qui prêtent leurs avions aux pilotes. C'est particulièrement vrai ici. Dans le cockpit, Stéphane Pichonnet est entouré d'un autre pilote et de 2 mécaniciens navigants. Pour permettre à l'avion de réaliser une parabole parfaite, le rôle des pilotes est complètement dissocié tant les manœuvres sont précises. Les 2 pilotes pilotent en même temps, mais c'est 2 tâches de pilotage complètement différentes. Il y a la tâche que je vais qualifier de noble, c'est celle qui consiste à piloter la parabole en tangage, donc à piloter l'accélération verticale apparente. Il fait monter et descendre l'avion. Et c'est lui qui va faire la qualité de la microgravité. Ça, c'est le premier axe. Donc, un pilote, le pilote tangage. Dans les phases paraboliques, un manche additionnel a été rajouté, permettant au premier pilote de travailler uniquement en tangage et bloquant ainsi les commandes du roulis. Le second pilote, lui, il est en charge du roulis. Donc, le roulis, en fait, ça consiste à garder l'avion à plat. Et pour ça, il a 2 petites ficelles. Il tire à droite ou à gauche pour garder l'avion en plat. Bon, pourquoi l'autre pilote doit-il garder les ailes horizontales? Parce que l'avion n'est pas super symétrique, il y a parfois un petit peu plus de pétrole dans une aile par rapport à l'autre. Et puis le fait est qu'on passe d'une vitesse, de la vitesse maximale de l'avion à un petit peu moins que sa vitesse minimale, parce qu'en haute parabole, on est largement en dessous de la vitesse de décrochage de l'avion. Un coup, il penche à droite, un coup, il penche à gauche, donc c'est normal qu'il faille amener des petites corrections. Un pilotage qui demande beaucoup de concentration et d'effort. C'est pour cette raison qu'ils sont 3 pilotes. Ils effectuent un roulement toutes les 10 paraboles, aménageant un moment de repos à chacun. Les 2 mécaniciens navigants, assis à l'arrière, vont eux gérer la poussée des moteurs et surveiller tous les paramètres de vol. Durant les 3 heures que dure leur mission, pour des raisons de sécurité, l'avion va suivre un plan de vol au-dessus de la mer, de Bordeaux à la pointe du Finistère. Ce qui est vachement sympa avec cet avion, c'est de s'en servir comme un bus volant, parce qu'on est quand même près de 60 personnes à bord, et de faire vivre à une 60aine de personnes qu'on emmène avec nous des sensations particulières. Et c'est passionnant. Et puis, ça a un petit côté challenge toujours, parce qu'on se dit, la prochaine parabole, peut-être qu'elle va être la meilleure que j'ai jamais faite. Dans le cockpit, les pilotes occultent le pare-brise, descendent les pare-soleil et mettent leur casquette pour ne surtout pas être aveuglés par la luminosité. Pendant toute la durée des paraboles, ils vont avoir les yeux rivés uniquement sur leurs instruments. Pour faire la parabole, on propulse l'avion au maximum de son énergie, on va dire,
grossièrement les manettes en avant à un niveau donné, à la vitesse quasiment VMO de l'avion, c'est-à-dire la vitesse maximale de l'avion, 340 nœuds indiqués pour une VMO de 345 nœuds. C'est-à-dire 800 km/h. Il pousse l'avion au maximum de sa vitesse avant de commencer à grimper. Et là, le pilote va tirer sur le manche pour cabrer l'avion. Et là, pendant une vingtaine de secondes, l'avion va monter jusqu'à une assiette d'à peu près 50 degrés. Il va perdre de la vitesse en montant. Pendant cette phase-là, on subit un facteur de charge en cabine près de 2 G. L'avion passe alors dans une phase d'hyperpesanteur, à l'intérieur de la cabine. Passagers et équipage subissent le double de leur poids initial. Et quand on arrive au point d'injection, là, le pilote va relâcher le manche pour aller au neutre. Et le mécanicien navigant va réduire la poussée des moteurs au ralenti. Et là, pendant une vingtaine de secondes, l'avion va suivre une trajectoire parabolique. Et dans l'avion, on va se retrouver en impesanteur. L'avion est poussé dans ses extrêmes. En altitude, il monte jusqu'à 50 degrés en cabré et descend à 45 degrés en piqué. Une manœuvre exceptionnelle pour un avion qui généralement ne dépasse pas les 15 degrés au décollage ou à l'atterrissage. On sait qu'il faut souffrir 2 fois un G8 pour avoir 1 fois 0 G de plaisir. Quand les paraboles sont belles, c'est très agréable. Loin de l'image poussiéreuse du laborantin, ces scientifiques sans entraînement particulier sont prêts à être bousculés pour aller au bout de leurs recherches. On est des petits prestataires de services, mon bon monsieur, et on essaye de fournir le service demandé, et si possible avec la qualité. C'est plaisant pour nous quand les paraboles sont belles, on est un peu déçus quand elles le sont moins, donc on essaye de faire notre best effort pour que le customer soit satisfied. Pour ces scientifiques, chaque expérience nécessite de très longs mois de préparation. Et si les pilotes tentent d'effectuer les paraboles les plus parfaites, c'est pour permettre à ces mêmes scientifiques de récolter pendant seulement quelques minutes leurs précieuses données. Et prendre aussi quelques secondes de plaisir. Après 30 paraboles, qui au cumul font 10 minutes d'impesanteur, les chercheurs vont pouvoir observer des phénomènes physiques ou médicaux sous un angle différent. Car lorsqu'on supprime la notion de poids, c'est un monde nouveau qui apparaît. Grâce à l'impesanteur, les scientifiques vont mettre en évidence des phénomènes qui sont sur Terre, masqués par la gravité. La recherche fondamentale d'aujourd'hui prépare la recherche appliquée du futur. Quand on parle de recherche sur l'étude du système cardiovasculaire, de son adaptation, ça permet de comprendre certaines pathologies terrestres. Mais dans l'histoire, on retient quand même de grandes avancées qui sont liées au spatial. L'imagerie Doppler, l'échographie cardiaque par exemple, est issue du spatial, et notamment sa miniaturisation, puisqu'il a fallu concevoir des outils de plus en plus miniatures et performants pour pouvoir être utilisés dans l'espace. Dans l'espace, il y a ISS, la Station Spatiale Internationale. Mais avant d'envoyer certaines expérimentations qui coûtent plusieurs millions d'euros en orbite autour de la Terre, elles sont testées dans le 0G. Il y a aussi beaucoup d'expériences qui ont besoin d'un temps très court d'analyse ou de calcul. Les 22 secondes d'apesanteur que leur offre l'avion sont suffisantes. De plus, les scientifiques peuvent embarquer et être au plus proche de leurs expérimentations. Sur ISS, c'est le travail des astronautes. Je m'appelle Fabien Alter et je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans. L'avion nous offre la possibilité donc, de faire des expériences sur une vingtaine de secondes, ce qui est parfaitement en adéquation par rapport au phénomène que l'on veut visualiser. Notre expérimentation dure une petite dizaine de secondes, donc elle est réellement bien adaptée à cet outil que l'Airbus A300-0G. Si vraiment on veut faire quelque chose sur la durée, il faut être à bord d'ISS. Si on veut faire des expériences
très fréquentes où on va mesurer un paramètre et on ajuste et on sait que ce sera extrêmement évolutif et qu'on a besoin de temps. Pour ça, les vols paraboliques sont un outil extraordinaire. Et encore une fois, à un coût finalement, pour de l'expérimentation scientifique, assez faible. Une parabole coûte 200 € par personne. Une somme qui, comparée à certains protocoles expérimentaux, est relativement faible. Régulièrement, des astronautes américains, des spationautes français, des cosmonautes russes ou, comme ici, des taïkonautes chinois, viennent s'entraîner à la micropesanteur. Après plus de 40 ans de bons et loyaux services, l'A300 numéro 003 termine sa carrière. Il a été pendant 23 ans l'avion de tous les essais pour Airbus. Puis durant encore 17 années, il a loyalement servi la science. L'A300-0G est digne de rentrer dans l'histoire de l'aviation. Il est extraordinaire, c'est le plus ancien. Ça fait quasiment 20 ans qu'il fait des vols paraboliques. Bon, là, il va partir à la retraite bien méritée à la fin de cette année. Mais on s'y attache, c'est plus qu'un avion, c'est notre bébé. On a tout de suite tellement d'aventures à bord, d'aventures scientifiques, puis d'aventures humaines, hein, parce que c'est une aventure incroyable. Oui, ça va, on aura un petit passement au cœur quand il va partir à la retraite. Tout ce petit monde qui est autour de l'A300 regarde l'avenir avec une certaine fierté vis-à-vis de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec cet avion, et puis une certaine fébrilité, une certaine impatience aussi, parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le sujet, qu'on réfléchit au renouvellement de cet avion, et on attend avec impatience son successeur. Après la Caravelle, l'A300, un Airbus A310 reprendra le flambeau afin que pour demain, la recherche perdure. Depuis 1972, de l'A300-0G à l'A380, ce sont plus de 5000 avions qui sont sortis des usines Airbus. Une page de plus dans l'histoire de l'aviation. Après 40 ans d'innovation, l'A400M vient de naître. Celui que tout le monde va bientôt appeler l'Atlas est l'aboutissement d'un projet aéronautique exceptionnel. Premier avion militaire européen, l'Atlas est la réalisation d'une volonté, celle de travailler ensemble. Une aventure prodigieuse qui aura mis 20 ans à voir le jour. 2 décennies de développement nécessaires pour que cet avion d'exception soit prêt à dévoiler l'ampleur de ses performances. Airbus Militari, une branche au sein de la filiale d'Airbus Defence and Space, accueille à Séville la chaîne d'assemblage de l'avion. Nous sommes à l'usine de production des avions militaires d'Airbus, à Séville. Un lieu spécialement créé pour concevoir les 180 modèles d'A400M déjà commandés. L'avion que vous voyez derrière moi est le fruit de nombreuses années de recherche et de développement. Nous nous apprêtons à livrer le tout premier de ces avions à notre premier client. Mon nom est Ian Elliott. Je suis le vice-président marketing d'Airbus Military. J'ai passé 30 ans à la Royal Air Force. J'ai été de nombreuses fois décoré pour les 7 guerres auxquelles j'ai participé. Je pense donc comprendre comment le monde militaire fonctionne, à quels besoins cet avion doit répondre. Le projet a débuté au début des années 90, quand les ministères de la Défense et des forces aériennes européennes ont décidé de concevoir un avion de nouvelle génération.
Au commencement, en 1982, les plus gros fabricants d'aéronautique ont décidé de se regrouper pour créer un avion militaire remplaçant les appareils existants. David Jennings est l'ancien directeur marketing du programme A400M. Il a participé dès le début à la conception de cet avion. Un projet lancé en 1991 pour répondre aux besoins combinés de 7 nations européennes. Une grande première dans le domaine militaire. Créer un avion unique qui soit adapté aux équipements de chacun. Plus de 20 ans de négociations ont été nécessaires pour que les États parviennent à s'entendre et faire de l'A400M le symbole de la coopération européenne. La France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la Turquie et la Belgique ont décrit dans le détail leurs besoins. Un cahier des charges à respecter dans la conception de ce nouvel avion de transport militaire. Une des principales demandes était que l'avion puisse porter de lourdes charges à très grande vitesse et sur de longues distances, tout en étant capable d'atterrir sur des terrains boueux et des pistes impraticables. Comme pour les autres modèles d'Airbus, différentes parties de l'A400M sont fabriquées dans plusieurs pays. Les différentes parties de la structure de l'avion proviennent de plusieurs pays européens. Les ailes, qui sont immenses, viennent d'Angleterre, de Bristol. Le fuselage est découpé et fabriqué en plusieurs sections. Par exemple, la partie arrière du fuselage a été construite à Brême, en Allemagne. La partie avant, juste après le cockpit, provient de Turquie. Donc tous ces éléments qui constituent l'avion proviennent de toute l'Europe. Ils arrivent ici, dans le sud de l'Espagne, et sont tous assemblés pour créer, au bout de quelques semaines, le produit fini. Chaque morceau de l'appareil est emmené par le Beluga, l'avion de transport bien connu d'Airbus, pour y être ensuite assemblé dans les usines de Séville. Les éléments de chaque avion sont livrés ici grâce au Beluga. Ici, on se trouve sur le quai de déchargement du Beluga. Cette porte a une forme particulière pour permettre un déchargement sur cette plateforme en toute sécurité, même lorsqu'il y a du vent. La tête du Beluga rentre à l'intérieur du hangar, les portes se referment autour du fuselage, le nez de l'avion s'ouvre, et là, on peut commencer à décharger. Ces parties bien distinctes de l'avion vont être combinées et ajustées par des ingénieurs à la pointe de la technologie. C'est avec précaution qu'ils vont s'assurer que les morceaux ne subissent aucun choc qui risquerait de fragiliser les structures de l'appareil. Derrière moi se trouvent les deux ailes qui viennent d'arriver de Filton. La prochaine étape est de les transférer à la station 92 pour les assembler avec le fuselage qui, lui, est arrivé de Nantes. Je m'appelle Jesus Portillo, je dirige le bureau de l'A400M à Séville. C'est la première fois qu'Airbus construit un avion de ce genre. Nous sommes dans la phase finale de l'assemblage et nous nous apprêtons à livrer notre premier avion à la France. Nous sommes à l'ultime étape de la construction de l'appareil qui peut encore nous réserver des surprises.
Ces deux ailes sont constituées des deux plus grandes pièces de carbone jamais fabriquées au monde. L'une au-dessus, l'autre en dessous. Des ailes de 42 mètres d'envergure en matériaux composites qui rendent l'avion plus léger et pourtant plus résistant. Une première dans l'histoire de l'aviation. Une fois que nous avons assemblé la structure de l'aile, nous la déplaçons au centre de test. Les ailes font un poids de 18 tonnes. Alors pour les lever et les assembler avec précaution, une machine a été spécialement inventée. L'A400M, un projet titanesque qui a nécessité l'emploi de nouvelles technologies et la création de structures novatrices. Après plusieurs années de conception et de construction, l'A400M est enfin prêt pour réaliser ses premiers vols. Aux commandes, c'est Edward Strongman, un ancien pilote de la Royal Air Force. Airbus a sollicité cet aviateur d'expérience de 64 ans pour être le pilote d'essai en chef du projet A400M. C'est lui qui va bousculer et pousser cet avion test après test aux extrêmes de ses possibilités. L'A400M a été une aventure fantastique, depuis la phase de conception jusqu'à toutes ces heures passées avec l'équipe de développement pour créer le cockpit, les systèmes de vol électriques et tous les équipements qui font partie de l'avion. Une aventure fantastique pour moi aussi, comme pilote, pour avoir réalisé son premier vol. Il va suivre pendant plusieurs années toutes les étapes de son développement jusqu'à sa mise en service. Le soir de l'inauguration du premier vol, le 11 décembre 2009, c'est encore Edward Strongman qui est aux commandes. Pour obtenir son certificat de navigabilité, l'avion va subir une redoutable batterie de tests, supervisée par le centre d'essai en vol. Cet appareil va être sollicité bien au-delà des performances habituelles exigées pour un avion de ligne. Il doit ainsi démontrer ses capacités opérationnelles dans toutes les situations extrêmes. Atterrir sur des pistes détrempées, résister au grand froid, à la chaleur, parvenir à décoller sur des pistes impraticables, subir des forts vents de travers. Plus de 10 ans d'essai pour confirmer qu'il est bien l'avion tout-terrain de demain. L'appareil va être capable d'embarquer de l'équipement militaire et de le larguer à l'endroit précis où cela a été demandé. C'est ce qui rend cet avion si différent. Comme vous pouvez le voir, il y a 6 roues de chaque côté de l'avion. 12 roues sont donc nécessaires pour soutenir le poids énorme de l'appareil. L'avion a été conçu pour pouvoir charger du matériel. Des hélicoptères, des blindés et du fret. Cet avion a la possibilité de s'agenouiller. Imaginez, ceci est le plancher de l'avion et là la rampe d'accès. Ne serait-il pas idéal de pouvoir appuyer sur un bouton et demander à l'avion de s'incliner suffisamment pour que la rampe d'accès et le plancher soient au même niveau? C'est ce qui nous permet d'embarquer des véhicules très longs, sans obstruction ou interruption.
C'est la première fois que les militaires ont la possibilité de transporter d'énormes masses, pesant jusqu'à 37 tonnes, comme un hélicoptère Chinook en termes de volume. Dans son cahier des charges, Airbus a dû répondre à des besoins militaires spécifiques. C'est le cas pour le largage des parachutistes, que ce soit par sa tranche arrière ou par les portes latérales. Cet avion a été mieux pensé, prenant en compte d'innombrables tests pratiqués par des parachutistes de très haut niveau. Ceci est l'une des portes de sortie pour les parachutistes. Il en existe deux de chaque côté de l'appareil. Lorsque la porte s'ouvre, le fuselage aérodynamique derrière le ventre de l'avion s'aplatit à l'horizontale, permettant ainsi aux parachutistes de se tenir debout sur cette plateforme. L'une des choses que nous avons découvertes, c'est qu'il existait des turbulences à cet endroit. Il fallait faire en sorte que le flux d'air soit continu pour éviter au parachutiste de réaliser une pirouette lors de son saut. Nous avons donc construit une petite porte qui agit comme un déflecteur pour réduire le flux d'air à cet endroit. Cela permet donc aux parachutistes de sauter en toute sécurité. Un des éléments les plus novateurs de la 400M sont ses moteurs. Des turbopropulseurs qui le font voler aux mêmes vitesses qu'un avion de ligne. Il n'existait pas sur le marché international de moteurs à hélice répondant aux performances souhaitées. La solution a donc été de fabriquer un nouveau moteur pour cet avion. Mélangeant turboréacteur et hélice, ce moteur hybride de 11 000 chevaux a la puissance de celle de 4 avions cargo type Transal. Cet avion, à la différence d'autres avions à hélice, possède une particularité dans le design de ses moteurs. Ces hélices ne tournent pas dans le même sens. Leur sens de rotation est opposé. Lorsque vous regardez les deux moteurs qui se trouvent sur l'aile, ils font comme ceci. La puissance de ces moteurs et l'inversion de ces pales au design révolutionnaire permettent à cet appareil de battre tous les records de freinage au sol, mais aussi dans le ciel. Même en plein vol, l'inversion des pales fait passer la 400M de 750 à 250 km/h, la vitesse minimum pour pouvoir larguer sans danger parachutiste et matériel. Avant de vite reprendre son accélération, car n'oublions pas qu'à 200 mètres du sol, un avion militaire est vulnérable dans ses phases de largage quand il vole lentement. La 400M est l'avion que j'ai le plus de plaisir à piloter. C'est un avion qui me tient vraiment à cœur. J'ai été tellement impliqué dans sa conception que cet avion fait presque partie de moi-même. Edward Strongman va nous faire une démonstration de l'exceptionnelle maniabilité de l'avion. Un vol musclé, pendant lequel les pilotes vont effectuer des manœuvres de grande précision. Mais avant ce tour de haute voltige, un calme cérémonial règne dans la cabine.
Avant d'effectuer un pull-up, une figure de renversement, les pilotes nous demandent de faire attention, car nous allons subir 4G ennemis. Ready for the pull-up? Camera's going? It's going. Watch the camera. Yeah. Okay, 3, 2, 1, stop. Minimum. 30, 20. Toujours plus fort, et malgré ses 120 tonnes, Edward Strongman va poser l'avion sur moins de 300 mètres. À Séville, 4 ans après son premier vol d'essai, le 30 septembre 2013, l'A400M est livré à son tout premier client, l'armée française. L'inauguration a lieu en présence du roi d'Espagne, du président de ADS, du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et de son prédécesseur Michel Alliot-Marie. Monsieur le ministre, ça c'est les codes personnels pour la livraison de les premiers avions français. C'est bon? On identifie. C'est vraiment les ministres. Un aboutissement après la création du projet il y a 22 ans. Le premier A400M décolle pour être livré à la France, embarquant avec lui l'ensemble de la délégation. Sur la base de l'armée de l'air d'Orléans, dès son arrivée, une seconde cérémonie est organisée, celle du baptême officiel de l'avion. 13 ans que la France n'avait pas accueilli depuis le Rafale un nouvel avion dans ses forces aériennes. L'A400M va progressivement remplacer une flotte vieillissante de Transal et d'Hercule C-130, mis en service depuis les années 80. Aujourd'hui, nous avons 2 A400M sur la base d'Orléans. C'est une révolution attendue qui se met en marche et qui va permettre vraiment d'apporter une plus-value pour l'ensemble des forces. C'est le lieutenant-colonel Paul Creuset qui est en charge de la formation des nouveaux pilotes basés à Orléans.
ce matin, on a bien un flux du sud, en fait, c'est un mouvement qui vient de l'ouest. Hein. Il faudra qu'on surveille ça. J'ai des pilotes de toute origine, des pilotes de Transalp, j'ai des pilotes d'Hercule, tout ça pour amener vraiment une richesse la plus grande pour la 400L. Moi je viens du Transalp. C'est un avion qui est très souple, qui est très manœuvrant. Tous les pilotes en sont amoureux de cet avion. Guillaume Henguez est un pilote chargé de l'expérimentation des avions tactiques de l'armée de l'air. On arrive dans celui-là, il est quand même beaucoup plus gros, hein. Il fait 3 fois la masse d'un Transalp. On se dit, ah oui, là c'est encore mieux. Ça vire encore plus vite, ça réagit beaucoup plus fort aux réactions du pilote. Et puis, c'est un mini chasseur, quoi. Un cargo militaire, qui a la maniabilité d'un avion de chasse, demande au pilote un entraînement long et exigeant. On a commencé par du training sur A380. Ensuite, on a fait vraiment des cours au sol et puis ensuite du simu. Et donc, une fois qu'on arrive à l'avion, on est très bien préparé, on est très familier avec l'intérieur de l'avion. On est impatient de voir vraiment les vraies sensations. Pas d'appréhension, mais beaucoup d'envie d'y aller, quoi. Dans le monde aéronautique, cet avion transgresse les règles.
Il a l'allure d'un avion cargo. Il transporte des hommes et du matériel comme un avion cargo. Il a la fonctionnalité d'un avion cargo. Et pourtant, il vole comme un avion de chasse. Dans l'aviation, il y a un vieil adage qui dit « Pour qu'un avion vole bien, il faut qu'il soit beau. » Celui-là vole